Hiver 1959. Sur le terrain d'entraînement de Münster, en Basse-Saxe, la neige recouvre le sol depuis 3 jours. Un Feldwebel donne l'ordre d'ouvrir le feu. Le canon du Schützenpanzer Lang HS-30 ne répond pas. Ce n'est pas cette machine-là. Ce sont toutes les machines présentes ce jour-là sur le terrain. La température est de moins 17 degrés et l'arme principale des Panzergrenadiers de la Bundeswehr refuse de fonctionner. Le bureau des acquisitions de Koblenz le savait depuis 7 mois. Les hommes qui servaient sur le HS-30 cet hiver-là n'avaient pas le choix. La machine était là, la mission était là, et le gel revenait chaque année, en Allemagne, ponctuellement, sans exception. Ce que les équipages apprirent dans ces mois-là ne figurait dans aucun manuel. Comment en était-on arrivé là? Le ministère fédéral de la Défense se trouvait, en 1954, sous une pression que peu de gens voyaient de l'extérieur. La Bundeswehr existait depuis quelques mois à peine. Les partenaires de l'OTAN attendaient une force blindée allemande opérationnelle, pas dans 10 ans, maintenant. Un général au département de planification résuma la situation dans une note interne. L'Allemagne avait besoin d'un véhicule de transport blindé avec une puissance de feu autonome et elle en avait besoin vite. La firme suisse Hispano-Suiza avait une offre prête. Le projet existait déjà. La fabrication sous licence en Allemagne était possible. Le calendrier semblait réaliste. Ce que le général ne pouvait pas savoir, ou ne voulait pas savoir, c'est que les essais du véhicule n'étaient pas terminés. 3 points techniques critiques restaient ouverts. Hispano-Suiza les qualifiait de « résolubles ». Le bureau des acquisitions écrivit « à corriger dans le cadre de la production en série ». Cette phrase, 8 mots, devint la base d'un contrat de plusieurs centaines de millions de Deutschmark. Ce qui rendit cette phrase possible n'était pas une faiblesse allemande, c'était une logique d'époque. À quelques centaines de kilomètres à l'ouest, l'armée française prenait livraison la même année de ses premiers AMX VCI, son propre véhicule de combat d'infanterie. Dans les documents de réception français, figurait une section consacrée aux points techniques non résolus. La formulation était différente, le mécanisme était identique. 2 armées, 2 machines, un seul système. Officiellement, le HS-30 était un véhicule pleinement éprouvé, opérationnel dans toutes les conditions climatiques de l'Europe centrale. C'est ce qui figurait dans les documents de réception. C'est ce qui figurait dans les communiqués de presse. C'est ce que le Bundestag fut autorisé à voir. En réalité, dans les archives du Bureau des acquisitions, existait un rapport d'expertise daté du printemps 1959. Son contenu, défaillance systématique du système d'armement en dessous de moins 10 degrés. Pas formulé comme une possibilité, comme un constat. Ce rapport avait été enregistré, examiné et classifié confidentiel, 7 mois avant que la première machine soit remise à la troupe. Les équipages trouvèrent leur propre réponse. Dès le premier hiver, circulaient dans les unités des gestes que ne décrivait aucun manuel, des méthodes pour conditionner le système d'armement avant le départ, comme les mécaniciens les appelaient. Certaines fonctionnaient, d'autres non. Personne ne demandait si elles étaient officiellement autorisées, parce que la réponse officielle aurait été « ces méthodes n'existent pas, le véhicule est opérationnel ». Parmi les équipages, le HS-30 avait rapidement reçu un autre nom, Rollander Sarg, le cercueil roulant, en était un. Pas à cause du blindage, pas à cause de la fiabilité du moteur, mais à cause d'un calcul simple. Si le canon tombait en panne au combat, quelqu'un devait sortir pour le réparer. Cette personne se retrouvait dehors. Ce que cela signifiait, les hommes qui ont servi sur cette machine n'avaient pas besoin qu'on le leur explique. Combien d'unités étaient réellement opérationnelles cet hiver-là, et combien ne l'étaient que sur le papier, c'est un chiffre qu'on ne trouve dans aucun rapport publié de ces années. Au printemps 1961, un député du Bundestag reçut une enveloppe sans expéditeur. Elle contenait des copies, des documents internes du ministère fédéral de la Défense. Parmi eux, le rapport d'expertise du printemps 1959. Le député s'appelait Fritz Erler. Il était membre de l'opposition. Et il savait faire la différence entre un document qui n'était pas censé exister et un document qui existait quand même. Ce qu'il fit dans les semaines suivantes changea la Bundeswehr d'une façon qui n'a pas été entièrement analysée jusqu'à aujourd'hui. Mais pendant que Erler préparait ces questions, dans les casernes allemandes, les mécaniciens continuaient leurs gestes non réglementaires. Et dans les dépôts français, d'autres mécaniciens faisaient la même chose sur d'autres machines, avec d'autres manuels, pour les mêmes raisons.
Personne ne le documenta, dans aucune des deux armées. Fritz Erler posa l'enveloppe sur la table de la commission de la Défense en mars 1961. Pas métaphoriquement, littéralement. Il sortit les copies l'une après l'autre et commença à lire à voix haute. Les hommes dans la salle savaient ce que cela signifiait. Certains d'entre eux avaient vu les mêmes documents, certains les avaient signés. Le ministre fédéral de la Défense, Franz Josef Strauß, était assis à 3 mètres de là. Ce qui se passa dans les minutes suivantes n'était pas un triomphe parlementaire, c'était quelque chose de plus inconfortable. Le moment où un mensonge cesse d'être un mensonge et devient un fait. Le rapport d'expertise existait, les signatures existaient, le contrat de plusieurs centaines de millions de Deutschmark existait, et le HS-30 se trouvait dans les casernes de la Bundeswehr, avec les mêmes défauts que le rapport avait décrits. Strauß ne choisit pas de défendre les faits, il choisit de défendre la décision. Le contexte devait être pris en compte, dit-il. Les obligations envers l'Alliance, la pression du calendrier. L'alternative aurait été de n'avoir aucune machine. Et aucune machine, cela aurait humilié la Bundeswehr devant l'OTAN. C'était un argument, c'était même un argument compréhensible. Mais il ne répondait pas à la vraie question. Qui avait décidé que le Parlement n'avait pas le droit de savoir ? La commission décida d'ouvrir une enquête, 5 ans, dit-on, approfondie, complète. Dans les casernes, le HS-30 continua de rouler. Les mécaniciens continuèrent de conditionner les systèmes d'armement de manière que ne décrivait aucun manuel. Et personne n'informa les équipages de ce qui se négociait à Bonn. Ce n'était pas de l'indifférence, c'était un système. Officiellement, le HS-30 était dans ces années-là un véhicule qui remplissait sa mission. Les rapports qui remontaient la hiérarchie montraient des taux de disponibilité acceptables. Ce que ces taux signifiaient, chaque commandant de compagnie le savait, mais le chiffre qu'il transmettait était différent du chiffre qu'il avait dans la tête. Dans une unité du nord de l'Allemagne, les mécaniciens développèrent une méthode qu'ils appelaient en interne « transplantation d'organes ». Une machine était officiellement déclarée en maintenance. Officieusement, elle servait de réservoir de pièces détachées pour les autres. Le commandant de bataillon le savait, le commandant de compagnie le savait. Les rapports n'en faisaient pas mention. Le taux de disponibilité restait stable sur le papier. Ce n'était pas un cas isolé, c'était une solution qui s'était développée indépendamment dans différentes unités. Ce que cela disait de l'état du véhicule, la commission d'enquête à Bonn ne le demanda pas. Elle posait des questions sur les contrats, sur les signatures, sur les commissions occultes. Et c'est exactement là que le tableau commença à se transformer. La commission qui entama ses travaux en 1961 se heurta, après quelques mois, à quelque chose qui dépassait de loin les défauts techniques. Le prix. Le contrat portant sur l'achat des licences HS-30 et les premières machines de série affichait une somme qui, à y regarder de plus près, ne s'expliquait plus. Un expert indépendant, mandaté par la commission elle-même, parvint à un résultat qui fit taire même les parlementaires expérimentés. Le prix contractuel était supérieur d'au moins 40% à ce que coûtaient des systèmes comparables sur le marché. L'explication officielle du ministère, la différence s'expliquait par les coûts de localisation, c'est-à-dire le transfert de la production en Allemagne. L'expert trouva autre chose. 3 sociétés impliquées dans les flux de paiement, toutes 3 créées la même année que le contrat lui-même, toutes 3 sans activité opérationnelle visible en dehors du traitement de paiement partiel. Ce qui transitait exactement par ces sociétés, vers qui et au bénéfice de qui, la commission ne put pas l'établir complètement en 5 ans. Non pas parce que les questions étaient mauvaises, mais parce que les documents qui contenaient les réponses s'avérèrent introuvables. Dans un ministère, dans un état de droit, dans la 20e année de la République fédérale. C'est le moment où il faut s'arrêter, pas à cause de la somme, pas à cause des sociétés, mais à cause d'une question simple. Quand des documents disparaissent dans un ministère, qui décide qu'ils disparaissent ? Strauß démissionna de son poste de ministre de la Défense en janvier 1962, à cause de l'affaire du Spiegel, pas à cause du HS-30. Son successeur, Kai-Uwe von Hassel, hérita d'un ministère sous pression simultanée sur 2 fronts, parlementaire à cause du HS-30, public à cause de la liberté de la presse. Von Hassel fit ce qui se décide souvent dans ces moments-là. Il coopéra avec la commission dans la mesure nécessaire pour réduire la pression,
et pas davantage. La commission reçut des dossiers, elle reçut des témoins, elle reçut du temps. Ce qu'elle ne reçut pas, c'était l'accès au niveau décisionnel où les véritables orientations avaient été prises. Chaque fois qu'un témoin approchait d'un point critique, il renvoyait à son supérieur. Chaque supérieur renvoyait au cadre institutionnel. Le cadre institutionnel renvoyait à la nécessité politique. Personne n'avait décidé, tout le monde avait agi. À quelques centaines de kilomètres à l'ouest, pendant ces mêmes années, la Direction générale de l'armement française gérait ses propres dossiers. Les contrats AMXVCI n'avaient pas fait l'objet d'une commission d'enquête parlementaire, mais les questions sur les prix, les délais et les défauts techniques avaient circulé dans les couloirs du ministère rue Saint-Dominique. Elles n'avaient pas été posées publiquement, elles avaient été traitées en interne entre l'armée et l'industrie, selon une logique que les officiers des deux pays auraient reconnue immédiatement. Certaines questions ont des réponses qui coûtent plus cher que le problème lui-même. Ce n'était pas une exception franco-allemande. C'était la grammaire de la défense occidentale dans les années 50 et 60. Une grammaire que personne n'avait écrite et que tout le monde lisait couramment. Dans les unités, le HS-30 traversait son 12e hiver. Le système d'armement continuait de se bloquer par grand froid. Les équipes de mécaniciens continuaient de résoudre le problème à leur façon. Et quelque part dans un classeur du Bureau des acquisitions se trouvaient les expertises de 1959, plus classifiées maintenant simplement vieilles. Ce que la commission allait finalement trouver, peu de gens le pressentaient à cette époque. Que ses conclusions seraient reconnaissables mot pour mot 60 ans plus tard, personne ne le pressentait. 1966. La commission d'enquête du Bundestag remet son rapport final. 480 pages, 5 ans de travail, des centaines de témoignages. Le rapport établit. Le HS-30 fut réceptionné avec des défauts techniques connus. Le prix contractuel n'était pas conforme au marché. Les flux financiers transitant par 3 sociétés n'ont pas pu être entièrement élucidés. La recommandation de la commission, renforcer le contrôle technique indépendant lors des acquisitions d'armement. Aucun secrétaire d'État ne fut condamné, aucun général, aucun représentant de l'industrie. Les 3 sociétés n'existaient plus à cette date. Elles avaient été dissoutes silencieusement pendant les années d'enquête, l'une après l'autre, sans faire de bruit. Ce que le rapport ne contenait pas, c'était une réponse à la question que tout lecteur se posait. Qui avait décidé? Pas institutionnellement, personnellement. Qui avait décroché le téléphone? Qui avait mis le rapport dans le tiroir? Qui avait su que les chiffres ne tenaient pas et avait signé quand même? Ces noms ne figurent pas dans le rapport. La Bundeswehr avait à cette époque déjà largement engagé le développement de ce qui allait devenir le Marder. Le HS-30 allait être retiré du service. Le problème allait se régler de lui-même. C'est ce qu'on pensait. Ce qu'on ne pensait pas, le problème n'avait jamais été le HS-30. Voici le moment que tout vétéran reconnaît. Qu'il ait servi sur le HS-30 ou non, qu'il soit allemand ou français. La machine est retirée du service. Le scandale est clos. La commission se dissout. Et le mécanisme qui avait tout rendu possible, la pression politique sur les acquisitions, les expertises dissimulées, la réception avec des points ouverts, ce mécanisme reste en place. Parce que personne ne l'avait jamais désigné comme mécanisme. Ce n'avait été que des décisions individuelles, des erreurs individuelles, de personnes individuelles. Ceux qui ont servi sur le HS-30 savent que la machine avait un deuxième nom que cette histoire n'a pas encore mentionné. Dans certaines unités, on ne l'appelait pas Rollander Sarg, on l'appelait Das Versprechen, la promesse. Parce que c'est exactement ce qu'elle avait été, une promesse de l'état-major à la troupe, tenable sur le papier, intenable dans la réalité. Combien de telles promesses allaient encore suivre, c'est une autre histoire, ou peut-être la même. Le Marder arriva, et avec lui une nouvelle ère, c'est ce qui me semblait. En 1972, la première machine de série fut remise à la troupe. Plus robuste, mieux armée, de conception allemande. Le ministère fédéral de la Défense parla d'un nouveau départ dans l'acquisition des véhicules blindés allemands. Ce que les archives contenaient, et que des historiens et des journalistes découvriraient des années plus tard, était autre chose. Les documents de réception du Marder comportaient une section que les experts reconnurent immédiatement. Certaines propriétés, y était-il écrit, étaient à optimiser dans le cadre de la poursuite de la production en série. Pas à corriger, à optimiser. 8 mots. Les mêmes 8 mots que pour le HS-30. Machine différente,
décennies différentes, formulations identiques. Ce n'était pas un hasard, c'était un langage qui avait une fonction. Il documentait un problème d'une manière qui ne rendait personne responsable. Il permettait la réception. Il déplaçait la responsabilité vers l'avenir, un avenir qui appartenait toujours à quelqu'un d'autre. De l'autre côté du Rhin, la même logique fonctionnait avec la même précision. Les documents de réception de l'AMX-30, le char de bataille français entré en service en 1966, contenaient leur propre formulation de report. La DGA et le ministère de la Défense français avaient leur propre façon de dire ce que le bureau des acquisitions allemand disait avec ces 8 mots. Les termes étaient différents, la fonction était identique, permettre la livraison sans engager la responsabilité. Un officier français qui lisait les conclusions de la commission du Bundestag en 1966 aurait reconnu la structure, pas les détails, la structure, et il n'aurait probablement rien dit, parce que reconnaître la structure, c'était reconnaître que son propre ministère fonctionnait de la même manière. Officiellement, la leçon du scandale du HS-30 avait été intégrée dans les processus d'acquisition de la Bundeswehr. La commission d'enquête avait recommandé des réformes, le ministère les avait entérinées. En réalité, la structure de contrôle technique indépendant que la commission avait explicitement demandée ne fut pas mise en place, ni dans les années 60, ni dans les années 70. La recommandation était devenue procès-verbal. Le procès-verbal était devenu archive. L'archive était devenue cave. Ceux qui interrogent les Panzergrenadiere de ces années-là, les hommes qui passèrent du HS-30 au Marder, obtiennent une réponse intéressante. Le Marder était meilleur. Presque tous le disent. Mais être meilleur que le HS-30 n'était pas un critère très exigeant. Ce qui préoccupait vraiment ces hommes, c'était autre chose. Le sentiment que le commandement n'avait pas réellement tiré les leçons des 15 années précédentes. Qu'on avait reçu une nouvelle machine, mais le même système. Ce sentiment n'avait pas de nom. Il ne figurait dans aucun rapport. Mais il était présent dans les casernes. Et il attendait. 1981, une étude interne de l'RS-Amt, jamais publiée, partiellement accessible des années plus tard par une question parlementaire, examina les processus d'acquisition de la Bundeswehr depuis sa fondation. Le résultat était interne, mais une phrase en fut citée plus tard, dans un essai académique sans référence de source. Les conditions institutionnelles permettant une répétition des événements de 1959 à 1966 sont toujours réunies. 1981, 15 ans après le rapport final de la commission. Ce que cette phrase signifiait, la Bundeswehr allait le comprendre pleinement des décennies plus tard, et dans des circonstances différentes. Mais en 1981, le Marder traversait les terrains d'entraînement de l'Allemagne de l'Ouest. La guerre froide était à son apogée, et personne n'avait le temps pour des questions sans pertinence opérationnelle immédiate, jusqu'à ce que la pertinence arrive. Et elle n'arriva pas lentement. Décembre 2022, Berlin, Bendlerblock. Le général Eberhard Zorn, inspecteur général de la Bundeswehr, est assis devant la commission de la défense du Bundestag et explique ce qui s'était passé 3 semaines plus tôt sur un terrain d'entraînement en Bavière. 18 Schützenpanzer Puma, les 18 hors service en l'espace de 3 jours d'exercice. Pas un seul opérationnel à la fin des manœuvres. Ces machines devaient représenter la Bundeswehr au sein de la force de réaction rapide de l'OTAN. La panne ne s'était pas produite sur le terrain. Elle s'était produite sur un terrain d'entraînement allemand. Dans des conditions contrôlées, avec un soutien logistique complet. Zorn parla calmement. Il évoqua des causes techniques, des problèmes logiciels, des interfaces entre sous-systèmes, un besoin de correction. Il n'utilisa pas le mot « incident isolé ». Il n'utilisa pas non plus le mot « défaillance systémique ». Dans la salle se trouvaient des députés assez âgés pour se souvenir d'une autre commission, d'autres généraux, d'autres formulations. Ce qui filtra dans les semaines suivant la panne était fragmentaire, mais il contenait une phrase tirée des documents de réception interne du Puma, un véhicule en service depuis 2009 et dont le développement avait commencé dans les années 90. La phrase disait en substance « Certaines questions d'intégration des systèmes avaient été classifiées comme ouvertes lors de la réception et renvoyées à la poursuite du suivi en série pour clarification. » Renvoyées à la poursuite du suivi en série pour clarification. D'autres mots, la même fonction. La débâcle du Puma en 2022 ne se comprend pas sans le contexte de la Zeitenwende. 3 semaines après l'incident, le chancelier Olaf Scholz prononçait son discours au Bundestag. Zeitenwende, 100 milliards d'euros de fonds spéciaux, une nouvelle ère de la politique de sécurité allemande.
Ce discours était une réponse au 24 février 2022, le jour où les forces russes attaquèrent l'Ukraine à grande échelle. Ce que cette date signifiait pour la Bundeswehr n'était pas abstrait. Cela signifiait les lacunes considérées comme théoriques pendant des décennies étaient soudainement concrètes. Et le Puma, le véhicule de combat d'infanterie le plus moderne d'Allemagne, celui qui devait remplacer le Marder, était immobilisé dans un champ en Bavière. En France, le 24 février 2022 produisit une onde de choc similaire. L'armée de terre française regardait ses propres équipements avec de nouvelles questions. Le VBCI, véhicule blindé de combat d'infanterie, entré en service en 2008, était le pendant français du Puma, moderne, bien armé, et porteur dans ses propres documents de réception de points techniques classés en cours de traitement dans le cadre du suivi de série. Des officiers français qui lisaient les rapports sur le Puma reconnaissaient quelque chose, pas les détails, la structure. Dans les casernes, les équipages avaient depuis longtemps développé leur propre langage pour le Puma. Certains l'appelaient « Das Raumschiff », le vaisseau spatial, non pas comme un compliment. Trop de technologie, trop de systèmes, trop d'interfaces qui devaient communiquer entre elles et ne le faisaient pas toujours. Le véhicule était en avance sur son temps dans certains domaines et pas terminé dans d'autres. Les deux simultanément. C'est difficile à expliquer. Les hommes qui servaient dessus ne l'expliquaient pas. Ils travaillaient avec. Ce que « travailler avec » signifiait concrètement variait selon les unités. Dans certaines compagnies existaient des checklists non officielles à effectuer avant chaque sortie, des points de vérification absents des prescriptions officielles, mais nés de l'expérience. Dans quel ordre démarrer les systèmes? Quelle combinaison de fonctions éviter? Que faire quand le sous-système 3 et le sous-système 7 affichaient simultanément un message d'erreur? Ce n'était pas du sabotage. C'était de la compétence. Une compétence qui n'était écrite nulle part, parce qu'elle ne pouvait pas exister dans une prescription officielle. Car alors, il aurait fallu admettre que les prescriptions officielles ne suffisaient pas. Officiellement, le Puma avait satisfait à tous les critères de réception lors de son introduction en 2009. En réalité, des inspecteurs de l'Office fédéral des équipements des technologies de l'information et du soutien en service de la Bundeswehr, le BAAINBW, avaient consigné dans des notes internes que l'intégration des systèmes entre le système de reconnaissance optronique et le système d'armement n'était pas stable dans certaines conditions. Ces notes n'étaient pas secrètes. Elles faisaient partie du dossier de réception, et elles étaient classifiées comme « prévues pour correction dans le cadre du suivi d'utilisation ultérieure ». 2009 à 2022, 13 ans de suivi d'utilisation. Ce qui advint de ces points ouverts pendant ces 13 années n'est pas entièrement documenté, ou pas entièrement accessible. Ce qui est documenté, la panne de 2022 n'était pas la première, c'était la plus visible. Il y avait eu auparavant des signalements d'unités, des rapports internes sur des pannes en conditions d'exercice. Ces rapports avaient accompli leur voyage habituel, de l'unité à la brigade, de la brigade à l'office, de l'office à la clarification des responsabilités. La clarification des responsabilités avait pris du temps. Le temps avait passé. Dans les casernes françaises, les mécaniciens du VBCI tenaient leur propre carnet non officiel. Pas des carnets manuscrits au sens propre, mais des savoirs transmis oralement de mécanicien à mécanicien, de chef de char à chef de char. Des gestes, des séquences, des choses qui fonctionnaient et que personne ne pouvait officialiser sans admettre qu'elles n'auraient pas dû être nécessaires. Ce savoir existait dans toutes les armées qui utilisaient des équipements complexes. Il existait dans la Bundeswehr avec le Puma. Il existait dans l'armée française avec le VBCI. Il avait existé avec le HS-30 en 1959. La technologie avait changé. La transmission orale du savoir non officiel, elle n'avait pas changé. Dans le domaine public, 2022 fut présenté comme un tournant. Au sein de la Bundeswehr, beaucoup savaient. Ce n'était pas un tournant. C'était un point de visibilité. Le moment où un problème connu cesse d'être interne. Ce qui suivit fut une procédure parlementaire, des questions, des rapports, des déclarations du fabricant Rheinmetall, des engagements de correction, un programme de vérification spéciale. Le mot « commission d'enquête » ne fut pas prononcé. En revanche, le mot « partenariat d'armement » fut utilisé. La tentative d'une nouvelle coopération plus étroite entre la Bundeswehr et l'industrie pour résoudre les problèmes plus rapidement. Un observateur qui aurait été assis dans une autre salle de commission en 1961 aurait reconnu la structure. Pas les détails, la structure.
Problèmes techniques, questions parlementaires, engagement de l'industrie, réponse institutionnelle qui adresse le problème sans nommer le mécanisme qui l'a produit. Les milliards de la Zeitenwende commencèrent à circuler. Le Puma devait être amélioré. De nouveaux véhicules furent commandés. Le budget de défense allemand crut plus vite que pendant les 30 dernières années. Et dans les unités, les Pumas continuèrent de rouler. Les checklists non officielles continuèrent d'exister. Les mécaniciens continuèrent de savoir des choses qu'aucune prescription ne mentionnait. Et quelque part, dans les archives d'un office à Coblence, se trouvaient les documents de réception de 2009, avec les points ouverts, les notes, les formulations qui avaient une fonction. 60 ans après l'hiver sur le terrain d'entraînement de Münster, le langage s'était affiné. Les machines étaient devenues meilleures. La technologie était devenue plus complexe. Les budgets étaient devenus plus importants. Mais la phrase sur ce qui était à clarifier dans le cadre du suivi ultérieur, elle était restée, formulée avec plus de précision, juridiquement mieux protégée, fonctionnellement identique. Ce n'était pas un hasard, et ce n'était pas non plus la faiblesse de personnes individuelles. C'était la réponse à une question que le système ne s'était jamais posée à lui-même. Quelle était cette question? Et ce qui se passe quand on la pose, c'est ce dont traite la dernière partie de cette histoire. Au printemps 2023, un adjudant-chef vida son casier dans une caserne blindée de Basse-Saxe. 23 ans de Bundeswehr. D'abord le Marder, puis le Puma. Il posa deux choses sur la table, la prescription officielle d'utilisation du Puma et un cahier manuscrit, format A5, 45 pages. Le cahier contenait tout ce que la prescription ne mentionnait pas, des gestes, des séquences, des contournements, des choses qu'il avait apprises en années de service et qu'il ne voulait pas transmettre oralement à son successeur parce qu'il n'était pas certain d'avoir un successeur. Il laissa le cahier dans la compagnie. La prescription, il ne l'emporta pas. Ce n'est pas un symbole. C'est un constat. Dans les mêmes semaines, dans une caserne de l'armée de terre française, un autre sous-officier préparait son départ après 20 ans de service sur véhicule blindé, VBCI, pour les 10 dernières années. Il avait lui aussi ses propres notes, pas un cahier, mais des fichiers sur une clé USB, des procédures non officielles, des séquences de démarrage qui ne figuraient nulle part, des solutions à des problèmes récurrents que personne n'avait officiellement reconnus comme récurrents. Il transmit la clé à son remplaçant, sans cérémonie, sans explication. Le remplaçant comprit immédiatement ce que c'était. 2 armées, 2 véhicules, 2 sous-officiers, un seul geste. La Zeitenwende avait à ce moment mis la Bundeswehr en mouvement depuis plus d'1 an. 100 milliards d'euros de fonds spéciaux, de nouveaux programmes d'acquisition, des procédures accélérées. Le ministre de la Défense Boris Pistorius avait fait de la Kriegstüchtigkeit, la capacité à combattre, le concept directeur. Un mot qui n'avait plus été prononcé ouvertement dans les casernes allemandes depuis des décennies. Le message était clair, la Bundeswehr doit être capable de combattre, vraiment combattre, pas sur le papier. En France, le choc du 24 février 2022 produisit une réponse parallèle. La loi de programmation militaire 2024 à 2030 porta le budget de défense français à des niveaux inédits depuis la guerre froide. Le ministre Sébastien Lecornu parla de réarmement, pas de modernisation, de réarmement. La nuance était volontaire. Mais ce que les milliards ne pouvaient pas acheter, ni à Berlin ni à Paris, c'était la réponse à une question structurelle. Et cette question était précise. Pas pourquoi le HS-30 avait des défauts. Pas pourquoi le Puma tomba en panne. Mais pourquoi, dans les deux cas, séparés par 60 ans, machines différentes, hommes différents, budgets différents, le mécanisme était identique. Les expertises dissimulées, la réception avec des points ouverts, la formulation qui ne rendait personne responsable, la recommandation qui devint procès-verbal, le procès-verbal qui devint archive. En 1966, la commission d'enquête du Bundestag recommanda la création d'une structure de contrôle technique indépendante pour les acquisitions d'armement. Cette structure ne fut pas créée. En 2022, un rapport interne de la Bundeswehr, consécutif à la panne du Puma, recommanda un renforcement de l'assurance qualité d'accompagnement sur l'ensemble de la durée d'utilisation. Si cette recommandation allait faire le même chemin que celle de 1966, c'était encore ouvert au printemps 2023. En France, la Direction générale de l'armement avait ses propres rapports d'évaluation sur le VBCI et sur le Jaguar, le nouveau véhicule blindé de reconnaissance entré en service en 2021. Les documents de réception du Jaguar ne sont pas publics. Ce qu'ils contiennent, quels points sont classifiés comme ouverts, quelles formulations sont utilisées, n'est pas connu.
Ce n'est pas une accusation, c'est une question. Officiellement, la Bundeswehr est en transformation. Officiellement, l'armée française est en réarmement. De nouvelles structures, de nouveaux financements, de nouvelles priorités. Tatsächlich, en réalité, ces transformations se déroulent en parallèle avec de nouvelles acquisitions, de nouveaux contrats, de nouvelles réceptions. Le Lynx pour l'Allemagne. Le Griffon, le Jaguar, le futur MGCS pour la France. Des machines qui arrivent ou qui vont arriver dans les unités avec leur propre dossier de réception, leurs propres points techniques, leur propre formulation. À Coblence, dans les archives du BAAINBW, se trouvent les documents de 1959. Quelques rayonnages plus loin, ceux de 2009. Entre les deux, 60 ans de Bundeswehr, chaque machine avec son histoire, chaque histoire avec son écart entre le constat officiel et la réalité du soldat. À Paris, dans les archives de la DGA rue de la Régence, se trouvent les dossiers de l'AMX VCI. À côté, ceux de l'AMX 30. Plus loin, le VBCI. Une ligne qui court de 1954 à aujourd'hui avec ses propres formulations, ses propres points ouverts, ses propres cahiers manuscrits que les sous-officiers ont laissés dans les compagnies en partant. L'adjudant-chef de Basse-Saxe a laissé son cahier dans la compagnie. Le sous-officier français a laissé sa clé USB. Si leurs successeurs les ont trouvés, si quelqu'un les a lus, si les 45 pages ont servi ou ont disparu au prochain déménagement de l'unité, c'est inconnu. Ce qui est connu, la prochaine machine arrive, la prochaine réception aura lieu. Et quelque part dans une caserne, en ce moment, un mécanicien sait des choses qui ne figurent dans aucune prescription. La question n'est pas de savoir si cela va se reproduire. La question est, à partir de quel moment un mécanisme connu, qui a survécu à 60 ans d'histoire militaire dans 2 pays, dans 2 armées, avec 2 langues et 2 systèmes d'acquisition différents, à partir de quel moment ce mécanisme cesse d'être une erreur et devient une décision? Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib dem Video ein Like, schreib deine Meinung in die Kommentare und abonniere den Kanal, um keine weiteren Folgen zu verpassen. In der nächsten Folge Berge Panzer II, warum der Leopard 2 auf dem Startfeld liegen bleibt, wenn niemand ihn holt.